Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, nous sommes avec Hervé Dominique. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Je m'appelle Hervé Dominique, j'ai 23 ans, je suis chargée de projets événementiels internes et mobilité. Est-ce que tu peux nous parler de la Hervé Dominique avant le bac? Avant le bac, Hervé Dominique savait déjà ce qu'elle voulait faire. Je savais que je voulais faire de l'hôtellerie en événementiel, juste je savais pas comment bien m'orienter et je pense que c'est au fur et à mesure que j'ai su m'orienter. Mais je savais que je voulais faire de l'événementiel. Mais ça, d'où est venu cet amour pour l'événementiel et surtout dans l'hôtellerie parce que c'est très précis, je trouve. Ben, en fait, de base, l'événementiel, c'est venu de ma famille, tu vois. Moi, ma maman, elle est un peu du là, tout et tout, les fêtes, il y avait tout le temps de l'organisation, tout le temps partir à la cuisine, sortir, les invités viennent, et il y a toujours du retard. Donc, heureusement, il y avait ma tante un peu pour structurer et tout et tout. Et comme je l'accompagnais à chaque fois, je dis, ça me plaît un peu, je veux faire ça, tout et tout. Donc, à chaque fois qu'il y avait une fête, j'étais en mode, bon, je vais aider à organiser, à faire sortir des plats et tout et tout. Et en hôtellerie, parce que, en fait, j'aimais trop les hôtels à Abidjan. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Oui, c'est la première fois que tu fais ça. J'aimais bien visiter les hôtels parce que tu vois, à Abidjan, on vit pour certains, on vit dans des appartements, dans des grandes maisons. Ouais. Donc, tu vois, il y avait la petite sortie où on disait, on va partir au restaurant, dans cet hôtel, on va partir. Et je trouvais l'architecture belle et tout et tout. Donc, je me suis dit, bon, pourquoi pas en hôtellerie? Je sais pas. Mais est-ce que tu as fait quel système éducatif et quelle série? De la 6e à la 3e, j'ai fait le système ivoirien. Et à partir de la seconde, j'ai fait le système français. Et j'ai fait un bac ES, économique et social, spécialité économie approfondie. Mais ça n'a rien à voir avec l'événementiel. Est-ce que c'était par choix, je sais pas? Bon, les pays des machines. En fait, à un moment donné, je pense que dans son parcours, il faut savoir faire des choix qui vont te faciliter où tu vas partir. J'étais nulle en mathématiques. Il n'y avait pas partir en S. Elle, ça n'allait pas me trouver. Donc, je suis partie en ES pour faciliter ma voie. Dès le choix par défaut. C'était le choix par défaut. Ok. Mais pourquoi tu as dit au début que tu t'es un peu mal orienté, pourquoi tu l'as dit, en fait? Parce que, je sais pas si au fur et à mesure on va passer vers les questions, mais il faut savoir que j'ai commencé en hôtellerie. Ma première année, j'étais en tourisme et culture, option hôtellerie, restauration, tourisme. Et en fait, on tournait. Donc, on a fait 3 mois en hôtellerie, 3 mois en tourisme, 3 mois en restauration. Donc, j'ai pu voir en fait que je n'allais pas pouvoir être en hôtellerie face à moi-même, ma personnalité, et face à comment je suis. Parce qu'en hôtellerie, c'est très structuré. Il faut porter des uniformes, il faut se comporter comme ça, il faut que les cheveux soient comme ci et comme ça. Et j'ai vu que ça ne switchait pas ma personnalité. Donc, je me suis réorientée, j'ai dit non, en fait, ça va pas. J'allais partir faire un endroit où je voulais depuis que j'étais petite, mais je n'allais pas me sentir moi-même. Et je pense que le plus important, c'est de se sentir soi-même, surtout quand c'est un métier que tu vas faire pendant 10, 20, 30 ans. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, en fait, c'était beau sur la carte, mais en réalité, je regrette pas mon choix actuel d'avoir quitté l'hôtel. Qu'est-ce que ça t'a appris de quitter, de faire t'as fait qu'une première année, c'est ça? J'ai fait une première année, on va dire, non, j'ai fait 2 années. J'ai fait une première, parce que j'ai changé beaucoup de parcours. Bon, attends, on va revenir à la base. Tu as le bac ES et tout. Quels sont les choix que tu fais après le bac? Alors, je fais une première année, je vais à l'université d'Angers. Donc, je fais tout ce qui est tourisme, culture et tout. Je fais une première année. Suite à ça, on doit faire un stage. Donc, je fais un stage sur Paris. Donc, je fais le stage à la mairie de Gentilly. Donc, je dois organiser un festival et tout et tout. Donc, rien à voir avec l'hôtellerie. Du coup, après, je fais une deuxième année à Vatel. Donc, c'est là même que je comprends que c'est pas vraiment un monde pour moi. Parce qu'il y a beaucoup de codes, beaucoup de choses qui ne vont pas avec ma personnalité. Souvent, il faut s'effacer. Et moi, j'ai une personnalité qui n'arrive pas à souvent s'effacer. Donc, je me suis dit non. Donc, j'ai arrêté même. J'ai même pas fini mon année. J'ai arrêté. Et je suis partie ensuite en marketing, communication événementielle. Faut savoir que moi, j'aime pas la communication.
j'aime pas le marketing, mais je viens pour le côté événementiel. Ok. Donc, c'est toujours trouver comment avoir un diplôme dans ce que tu aimes. C'était un peu compliqué. Donc, j'ai fait 2 ans, du coup, de marketing, communication, événementiel et tout et tout. Et ensuite, j'ai fait 1 année en marketing digital et data. Rien à voir avec l'événementiel. Parce que je me suis rendu compte que pendant mes cours d'événementiel, c'était souvent un peu du bullshit. Comment ça? C'est-à-dire, les intervenants, ils viennent, ils t'expliquent un peu ce qui est l'événementiel, mais c'est pas ça, tu vois. On fait des cours d'événementiel, ils nous donnent des cas pratiques, on te dit de faire un rétro-planning sur la journée, tout est collé, alors qu'il peut avoir du retard, il y a quelque chose qui peut mal se passer et tout. Et en fait, je me suis dit, bon, c'est un peu de bullshit, c'est pour avoir le diplôme et tout, je vais essayer de faire quelque chose d'autre. Donc, je suis partie vers le marketing digital et data, parce qu'en événementiel aussi, on prend de la donnée. Ouais. Tu vois, quand à la fin, on doit avoir le scan, on doit avoir le retour, il faut trier et tout. Donc, je me suis dit que ça allait faire un plus sur mon CV. Donc, je n'avais aucune base en digital et data. Heureusement, j'étais avec un ami qui était fort dans ça. Pendant cette année, j'ai beaucoup, beaucoup sué, mais à la fin, j'ai eu mon diplôme. Et ensuite, j'ai pris une année sabbatique. J'ai pris une année sabbatique pour me concentrer sur moi-même, mes projets personnels qui sont la création de contenu et tout et tout. Et là, j'ai repris avec un master 1 en communication événementielle, même si je déteste toujours la communication. Au moins, je fais quelque chose à côté. Ok. Donc, en fait, tu as fait, 1 an et demi, on va dire ça comme ça, en hôtellerie. Est-ce que tu as dû reprendre à zéro quand tu as décidé de te réorienter ou tu as eu la possibilité de continuer directement? J'avais validé déjà une première année, donc je suis partie directement en deuxième année. Ils m'ont pas fait tout reprendre. Ok, donc tu as un bachelor en marketing, communication événementielle. Spécialité digital et data. Ok. Et vu maintenant là, ton master Voilà. de communication et événementiel. Exactement. Et qu'est-ce Tu que vois comment c'est Gino? Bon, on va y arriver. Qu'est-ce que pour toi, tout ça t'a appris ces années où tu as dû te réorienter, faire des choix, tout ça et tout. Qu'est-ce que ça t'a appris? En vrai, je pense que quand j'étais en terminale, je me suis dit que tout va partir droit. Tu vois, c'est comme quand tu es petite et puis tu te dis à 22 ans, 23 ans, je serais mariée, il y aurait des enfants. Oh, quelle blague. En fait, je me suis dit, tout va partir droit. Je vais faire la première année, deuxième année, troisième année, je vais avoir mon master et tout, je vais finir, je vais travailler et tout. Mais en fait, ça m'a appris que, en fait, on peut pas tout avoir dans la main. Tu vois, moi, je suis quelqu'un, j'aime tout gérer. J'aime tout avoir en main, j'aime savoir comment ça va se passer. Et ça m'a appris que, en fait, voilà, en fait, c'est relax. Il faut profiter du moment et surtout, il faut pas regarder les autres, tu vois. Moi, je sais que parmi mes amis, là, il y en a plein qui ont fini, tu vois. Il y en a plein qui ont fait leur remise de diplôme de master. Il y en a plein qui travaillent. Il y en a qui travaillent pas. Il y en a qui voyagent, tu vois. Il y en a même, c'était les premiers de classe, mais ils ont décidé qu'en fait, l'école, c'était pas pour eux. Et tu te rends compte qu'en fait, tu t'en fiches un peu de la vie des gens. C'est quand on était au lycée, tu vois, tu redoubles, on va dire, ah, il a redoublé et tout. Alors que là, vraiment, chacun gère sa vie comme il le veut. J'ai eu de belles expériences. J'ai fait plusieurs stages. J'ai fait des alternances. J'ai rencontré plusieurs personnes. J'ai eu des maîtres d'alternance incroyables, tu vois. Donc, je pense que ces choix-là m'ont mené où je suis actuellement. Et je suis contente. J'aime bien ce que tu dis. Non, c'est très beau. On va aller un peu dans le vif du sujet et tout, et parler vraiment du métier de chef de projet événementiel, c'est ça? Chargé, pardon. Chargé chef. Chargé de projet événementiel. Tu as dit à mobilité. Interne et mobilité. Ok, on va expliquer tout ça. Déjà, c'est quoi un chargé de projet événementiel sans le mobilité? Et tout. Un chargé de projet événementiel, c'est quelqu'un qui va organiser, qui va mettre en place
on va lui donner une idée de A, il va proposer, et puis on va partir à Z, donc ça sera la finalité, tu vois. Donc c'est un chargé de projet, c'est un peu comme un chef de projet, tu vois. C'est juste qu'il y a la responsable qui est au-dessus, qui va regarder, qui va soit elle te laisse, tu gères du début jusqu'à la fin parce que elle a confiance en toi, soit si j'ai des petits quiproquos ou bien je comprends pas, je vais partir vers elle, tu vois. Ok. Donc voilà. Et quand on ajoute le mobilité interne. Et tout, quand on ajoute l'interne, c'est-à-dire que c'est tout ce qui est propre à l'interne de l'entreprise. Ok. Parce qu'il y a une équipe qui fait externe. Ok. Voilà, il y a des événements internes, externes. Mobilité, c'est tout ce qui est transport. Donc ça sera les billets d'avion, les billets de train, les chambres d'hôtel à réserver et tout. T'as Octo Technologie. Exactement. Et donc, c'est quoi tes missions concrètes, en fait, au quotidien? Au quotidien, ça c'est... La plupart du temps, en tant que chef de projet, quand on me demande c'est quoi mes missions concrètes, je pourrais même pas te dire parce que je fais tellement de choses que c'est assez compliqué. Mais on va dire que j'accompagne les gens de l'entreprise en fait quand ils ont des demandes par exemple de petit déjeuner, de plateau repas, s'ils doivent faire un apéro, un dîner, un barbecue, s'ils doivent organiser des événements hors de comment ça s'appelle? Hors des locaux, mais pour les équipes. Pour que, en fait, ils se sentent bien, qu'ils se rallient, qu'ils puissent s'amuser entre eux, tu vois. C'est moi qui cherche les devis, je vais partir vers eux, je vais savoir ce qu'ils veulent, ce qu'ils ne veulent pas, gérer le budget. Parce que souvent ils veulent faire des activités, le budget n'est pas là. Donc il faut un peu manager, tu vois, organiser des événements dans les locaux pour que tout se passe bien et être là surtout pour gérer tout ça pour que eux en fait ils me disent bon moi je veux ça moi je me débrouille pour que ça soit là et puis quand le jour arrive en fait eux ils doivent pas réfléchir à grand chose tu vois. Ça, c'est intéressant. C'est assez intéressant. Ok, donc en fait, c'est toi par exemple qui va organiser je dis n'importe quoi, la fête de fin d'année, ou des trucs comme ça. Voilà. Ok. Avec ma responsable. Comment t'as fait pour décrocher ce poste? C'est très drôle. C'est parce que j'étais pendant mon année sabbatique. Et en fait, je me suis dit, je vais pas arrêter mes études. Il faut que je reprenne mes études. De toute façon, mes parents m'avaient jamais me laisser. Donc, pour chercher une alternance, souvent c'est chaud. Ouais. Donc, moi, début janvier, j'ai postulé. La semaine qui a suivi, on m'a appelé. En début février, j'ai fait l'entretien. Et puis j'ai eu le poste. Et dis-toi que j'ai postulé à deux postes. Les deux m'ont appelé et j'ai choisi celui-là. Donc vraiment, je me suis pas tuée. Je vais même pas mentir, je me suis tuée. Mais c'est parce que j'ai un bon CV, je trouve, et que ça a joué. Pour toi, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ton CV est aussi solide? Je pense qu'il est solide parce que j'ai tenté, tu vois, j'ai essayé. J'ai changé plusieurs fois d'entreprise, donc ça m'a permis de prendre un peu de tout ici pour forger en fait ce que j'ai voulu faire. Et je pense que j'ai commencé aussi jeune événementiel. J'ai commencé depuis que j'avais 14 ans. Quand j'étais au lycée, j'ai fait de l'événementiel. J'étais dans le CVL, je faisais un peu d'événementiel aussi. Donc au fur et à mesure, mon CV en fait il s'est construit. Dès que je suis arrivée, j'ai fait des stages, même si c'était des stages pas rémunérés, j'ai accepté de les faire. J'ai pu cibler les entreprises où je voulais être et j'ai tenté parce que des fois tu vois sur les offres, ils disent oui, nous on veut quelqu'un qui a 5 ans d'expérience, 4 ans d'expérience. Ah, j'avais 1 an d'expérience, j'ai tenté, ils m'ont pris, tu vois. Donc je pense qu'il faut toujours tenter et du coup au fur et à mesure tu construis ton CV. Et à chaque fois que je suis passée dans une entreprise, ça s'est bien passé. Donc à la fin, j'ai toujours eu des lettres de recommandation et tout. Donc voilà. Oh, c'est intéressant. Tu as dit que tu as 23 ans. Mm-hmm. Tu auras 24 ans. Donc ça fait 10 ans que tu es dans l'événementiel, on va dire ça comme ça. 10 ans.
Du haut de tes expériences de tes 10 ans et tout, comment on organise un événement de A à Z? C'est quoi les étapes? C'est quoi le parcours? Ah, ça dépend. Mais je pense que dès le début, il faut l'idée. Tu vois, juste une idée, tu peux organiser plein de choses. Il faut l'idée. En fait, je saurais pas comment t'expliquer parce que j'ai déjà organisé des événements où c'est très structuré, où la personne a l'idée, le nombre de personnes, le lieu qu'elle veut, le budget et tout, et on met en forme, tu vois. On voit ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. On va partir demander des devis. On va confronter les devis entre eux pour savoir ce qu'on prend. La plupart du temps, c'est pas parce que le devis est hyper cher qu'ils vont te donner de la qualité, tu vois. Il y aura peut-être des visites à faire. Il y aura la vente de tickets. En fait, ça dépend vraiment des événements. Il y a des événements où on va juste pop-up une idée, tu vois, on va être assise comme ça, on va dire, ah, mais ça, on peut faire, tu vois. Et puis, on va se lancer comme ça sans savoir ce qui nous attend. Mais à la fin, ça va sortir. Tu vois. Donc, en fait, ça dépend. Mais la plupart du temps, c'est ça, c'est avoir l'idée. On peut ne pas avoir de budget aussi, ne te cache pas. J'ai déjà fait des événements où on n'avait pas de budget. On a juste fait sortir les tickets. C'est les tickets qui nous ont permis de soutenir l'événement. Donc, c'est-à-dire que dans l'événement, en fait, c'est juste qu'on a cru en l'événement et puis on s'est dit, bon, on va partir faire. On n'avait pas l'argent pour faire. Mais ça a fait. Je peux pas. Il y a toujours des contraintes. Mais il faut toujours l'idée, le but du pourquoi on veut faire l'événement, le nombre de personnes. On va demander des devis, confronter les devis, voir ce que nous on peut faire. Et puis au fur et à mesure, on va organiser face aux choses qui vont venir vers nous. C'est important. C'est important. Je vais être très clair, mais je sais pas comment t'expliquer en fait. Bon, on va prendre l'exemple. Tu as été, je sais pas si on appelle ça chef de projet, chargé de projet sur le coffee shop Koyaka Coffee. Ah oui, oui, oui. Si tu peux nous expliquer un peu comment l'idée est venue à toi et tout, comment ça a été structuré jusqu'au jour J et tout. Bah, du coup, Koyaka Coffee, je connais l'une des créatrices parce qu'on s'est rencontrés à l'école. C'est très important l'école, des réseaux et tout. Et elle avait déjà l'idée. Elle avait déjà le lieu, elle savait déjà ce qu'elle voulait, tout et tout. Elle avait déjà un mood board, vraiment, elle avait déjà tout préparé. Donc moi, quand je récupère le dossier, je vois ce qu'on peut faire, ce qu'elle attend de moi. Elle voulait que on trouve des enveloppes personnalisées, qu'on trouve un artiste, que on trouve tout ce qui est vidéaste, photo, et surtout, le plus important, c'était la personne qui allait, le traiteur. Donc moi, j'avais la liste de ce que je devais trouver. J'avais la liste de ce que je devais lui faire part, tu vois. Donc, c'était assez rapide. Moi, je regarde un peu dans les personnes que je connais. Par exemple, le traiteur, c'était Baïs. Oui, c'était une de mes amies du coup que je connaissais. Donc je l'ai mis sur le projet. Au niveau de l'artiste, on en a parlé. On savait pas trop quel genre d'artiste on voulait. Est-ce qu'on voulait quelqu'un qui vienne faire de l'instrument? Est-ce qu'on voulait quelqu'un qui chante? Alors que pendant que la personne va chanter, les gens vont parler entre eux. Donc on est revenu sur le fait que on voulait quelqu'un qui fasse de l'instrument. Mais pour te dire, ça a pris du temps. Ça, c'est des débats, en fait. Tu lui dis, mais en fait, non, ça sera pas possible. Ça va se faire, ça va pas se faire. Donc, après, on tombe sur quelqu'un. Mais ça, c'est des échanges qui vont durer 1 semaine, 2 semaines, tu vois. Par rapport au traiteur. Au début, on voulait un traiteur 100% ivoirien. On a cherché. Ça donnait pas. Après, on a dit un traiteur franco-ivoirien. On a cherché, ça donnait pas. Ou bien ceux qu'on voulait n'étaient pas disponibles pour la date. Après, on a dit, bon, et si on connaît une chef privée? Ou un chef privé, les chefs privés qu'on voulait, ils étaient pas disponibles. Après, je me suis, moi-même, après, au final, on tourne pendant 1 semaine, 2 semaines, je me dis, mais moi, je connais une chef privée, je sais pas pourquoi je tourne, donc je vais lui demander. On se dit, ok, il faut trouver comment ça s'appelle, le menu qu'elle veut. Donc, elle propose. Non, on veut pas ça. Ça, on veut ça. Est-ce qu'on peut mélanger avec ça? Est-ce qu'on peut prendre telle boisson? Nanani, nanana. On tombe sur le menu. On finit le menu.
comment on va faire le budget, comment ça va se faire, comment elle va payer, elle va partir faire les courses. Là, à ce moment-là, comme elles ont une boutique aussi d'alimentation, elle voulait que la chef parte faire comment ça s'appelle? Les courses dans leur boutique pour venir préparer là-bas. Donc, en fait, tu switch entre elles, qui sont les clientes, et le chef pour trouver un accord pour être payé, pour comment ça va se passer, pour faire la logistique. Donc, quand on a fini de trouver les enveloppes, l'artiste, le chef privé, on arrive au jour J. Donc, le jour J, on doit suivre un rétro-planning qui n'est jamais respecté. Que ce soit là, que ce soit dans les mariages que j'ai pu faire, que ce soit dans les événements que j'ai pu faire, c'est jamais respecté. Mais on est là, tu fais la mise en place. Donc, moi, je suis arrivée hyper tôt, mise en place, savoir que tout est propre. Est-ce que la chef privée est à son aise dans la cuisine? Est-ce que tout se passe bien? L'artiste qui vient, après les invités, ils viennent. Tu vois, et moi, en fait, mon rôle, c'est que les clients ne se chargent de rien. Tu vois, moi, je suis en cuisine. Ce jour-là, il était en cuisine. Il était dans la salle. Il était dehors. Il était avec... Partout. Je suis partout. Non, il faut faire ça. Tu dis aux vidéastes, il faut filmer comme ça. Bon, maintenant, les interviews, ça va se passer comme ça et tout. Mais j'ai eu des clients vraiment formidables qui aussi ont essayé de participer parce que aussi c'est leur bébé, tu vois. Donc, il y a ce truc à prendre en compte. La proximité qu'a le client avec, en fait, le projet qui est mis en place. La proximité qu'une mariée a pour son mariage, la proximité qu'un marié va avoir pour son mariage, tu vois. Il faut prendre en compte et puis il faut aussi soit leur dire non, laissez, je vais gérer, soit leur dire ok, vous pouvez venir vérifier un peu et puis bon, tu les chasses un peu, tu leur dis non, laissez, je prends tout en compte. Puis à la fin, tout se passe bien, elles sont contentes, il y a les discours. À un moment donné, on me dit, moi, il doit faire un discours, ça ne veut pas que tu fasses. Je dis, bon, ok, il doit faire le discours. Et puis à la fin, tout le monde est content, tout le monde est heureux. Tu plies bagage, tu vois si tout se passe bien, si l'artiste est parti, si du coup la chef privée, elle s'en va, après tout le monde papote ensemble et puis voilà. Donc tu vois que c'est de l'organisation, c'est de la coordination, c'est de prendre la vie de tout le monde en compte et que tout le monde sorte content. Mais ça a pris beaucoup de temps. Ce que je t'explique, ça a pris peut-être un mois. Mais c'est un mois d'échanges intensifs parce qu'on a tout fait en distanciel. Donc, voilà. En fait, t'es plus comme un chef d'orchestre. Voilà, exactement. Toi, tu fais ça, toi, tu fais ça, tu fais Et toi, tu vois, ça. On a une deadline à respecter. Tu vois, moi, je suis la personne qui paie les coups de pression en mode, ouais. Oui, bon, il y a une semaine, tu vois, elle va être occupée à autre chose. Moi, je suis en mode, ah, mais faut valider le menu avec la chef de projet. À un moment donné, moi-même, je suis en mode, bon, ça, c'est comment? On voit les photos, fait tout et tout, tu vois, la chef de projet va lui dire, bon, peut-être essaye d'envoyer les photos, ça va plus leur parler que si tu leur expliques et tout, tu vois, pour que ça avance, en fait, parce que moi, j'ai une deadline à respecter. Si la deadline n'est pas respectée, on va venir vers moi. C'est toi à la fin de la journée. C'est quoi le plus dur dans tout ça? Le plus dur, c'est les gens. En fait, le plus dur, c'est que tu dois être tout le temps en contact avec des gens. Tu dois tout le temps échanger avec des gens. Et en fait, tu dois te contrôler. Face à ce que tu prends le stress de tout le monde. Tu prends le stress de tout le monde. Tout le monde est stressé. Tout le monde va aller vite. Tout le monde veut faire ça. Tout le monde veut ça. Et toi, en fait, t'es obligé de dire non, oui, ça va pas. Et de prendre, en fait. Parce qu'il y a des situations où vraiment tu prends. Des situations où, en fait, tu n'as pas le droit de t'énerver. Tu n'as pas le droit de t'énerver. Tu n'as pas le droit de battre en confrontation. Tu vois. Tu n'as pas le droit d'insulter, et puis tu n'as pas le droit d'être stressé. Parce que si toi, tu es le chef de projet, tu stresses. Mais la personne qui est en face de toi, elle va dire, merde. Et qui en a vu comme ça? En fait, je pense que le plus dur, c'est la gestion du stress et c'est surtout les gens. Parce que toi, tu sais comment tu te contrôles, mais tu sais pas comment les gens vont se contrôler. Donc, voilà. C'est quoi la pire situation que tu as eu à vivre lors d'un événement? J'étais à un mariage et du coup on organisait le mariage et tout. J'étais pas chef de projet, tu vois. J'étais assistante pour tout et tout. Et la mariée était très très stressée. Elle était vraiment stressée et tout parce que sa bague était avec sa sœur. On a dit à la sœur pendant peut-être un mois, viens dormir à l'hôtel. Comme ça tu es sur l'hôtel.
Et puis, tout va bien se passer. Elle se dit, non, moi, le matin, je vais venir, tout et tout, ne vous inquiétez pas, tout et tout. C'est très bien. La mariée attend sa bague des fiançailles. Je sais même pas quoi sa bague des fiançailles était avec sa soeur, mais elle attend sa bague des fiançailles. Sa soeur, je sais pas comment expliquer. Sa soeur est bloquée dans les embouteillages. Avec un bague de la dame. Elle a un bague de la dame. Nous, on sait pas. Donc, elle nous informe pas. Après, elle dit qu'elle commence à stresser. Donc, on lui demande qu'est-ce qui se passe. Elle a ma bague des fiançailles. On dit, bon, ok, on peut faire ça la bague des fiançailles. Elle a des bagues, même. Oh, les bagues, même, tu vois. Les vraies bagues. Les vraies bagues. Ça se passe. Elle a 1 heure de l'hôtel. Et puis ce jour-là, il y avait un embouteillage. Genre, il y avait vraiment un truc important à Abidjan. Tout. Embouteillage. Tu nous as fait ça. Donc, on est là, tout. Et en fait, tu vois que la mariée, ça monte. Ça monte. Donc, elle commence à devenir très, très désagréable, tu vois. Elle devient désagréable, elle parle mal à la maquilleuse, elle parle mal à la coiffeuse, elle parle mal à moi, elle parle mal à comment ça s'appelle, à ma responsable, elle parle mal à tout le monde. Elle est méchante, en fait, là. Elle est tellement méchante que, à un moment donné, donc, on va voir son mari, tu vois, on lui explique la situation et tout. Le mari, lui, il est là, tu vois, genre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On envoie quelqu'un à vélo. On dit, ouais, où tu es? Elle dit, ouais, elle est toute. On envoie la personne à vélo. À vélo. C'est-à-dire la personne, elle a fait 1 heure à vélo. En fait, on a été regardé déjà, mais à vélo. Le pauvre, la pauvre. Donc, pendant que la dame avance un peu, on lui dit en même temps, avance. Donc, je pense qu'il a fait peut-être 27-30 minutes à vélo. Prendre la bague. Venir là, seule même on l'a laissé. Mais, on peut pas monter sur la bague. Tu sais, il faut trouver des gains plus importants. Ou partir prendre la bague. Ou revenir avec la bague, tu vois. Et, après, ça s'est passé, tu vois, tout. On arrive à la fin de la soirée. Et du coup, tu viens, on voit la mariée, elle est là. Je suis désolée, j'étais stressée, ça n'allait pas, tout. Mais nous, on était dans le marché, on sait que tu étais stressée. À aucun moment, la coiffeuse s'est énervée, à aucun moment, la maquilleuse s'est énervée, à aucun moment, moi ou bien ma responsable, on s'est énervé parce qu'on sait que c'est le plus beau jour de sa vie. Exactement. Et que la sœur devait venir dormir à l'hôtel. Donc, il n'y a pas eu de problème et puis on a avancé, mais vraiment, tu sentais la tension. La tension était rude. Et à ce moment-là, tu fais quoi? Est-ce que tu es censé obligatoirement trouver une solution? S'il n'y a pas de solution, qu'est-ce que tu fais? Tu es censé rassurer? Non, il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution. En fait, dans ta tête, il faut toujours te dire qu'il y a une solution. Même si actuellement, tu as une défilé dehors qui pleut. Tu dois avoir un BC. Il y a toujours une solution. En fait, il faut jamais venir dire, il n'y a pas de solution. Même s'il n'y a pas de solution, tu vas trouver une solution. Il y a toujours une solution. Il faut être créatif, en fait. Il y a toujours une solution. Parce qu'en fait, c'est vrai que moi, je m'aurais pas dit, la personne est à 1 heure dans les embouteillages, donc on va envoyer un vélo. Bon, moi, j'avais dit, bon, on s'assoit, on attend, ouais. Parce que, on a la mairie. Oui. On a la mairie, heureusement, comme je t'ai dit, dans le rétro-planning, on s'est dit, on va avoir 1h30 de retard entre tel qui va arriver en retard, peut-être, on va avoir un problème d'essence et tout. Donc, heureusement, on s'était déjà dit qu'on va commencer tôt. Tu vois. Mais, il nous faut les bagues. On arrivait à un moment où elle devait descendre pour partir dans la voiture, pour partir à la mairie. Toi, tu connais la mairie de Cocodine. Si tu rates, si tu as raté, tu ne vas pas te marier. Donc, en fait, il fallait trouver. La personne a le vélo, même là. Vraiment, merci à toi. Tu as roulé le vélo. Donc, on a trouvé un vélo. On a trouvé la personne. On a mis le GPS et tout, tu vois. Il faut toujours trouver une solution. On peut pas se dire, bon, en fait, on peut pas se dire, oh, c'est sa sœur, tu vois. Genre, on n'a pas le droit d'être en mode, oui, sa sœur même, la voilà, on lui a dit de venir à l'hôtel, elle n'est pas venue. On n'a pas le temps pour ça, en fait, tu vois. Okay. Il faut toujours trouver une solution. Et puis, remettre la faute sur quelqu'un, ça ne sert à rien.
Moi, j'ai toujours travaillé avec des responsables, j'ai toujours travaillé avec des gens qui m'ont bien fait comprendre que remettre la faute sur quelqu'un pendant qu'on est dans un événement, ça sert à rien, en fait. Il faut trouver la solution. Si à la fin, vous voulez vous bagarrer, ou bien, à la fin, la responsable va venir te dire, ah, ce que tu as fait, tout. Mais sur le moment, là, tu n'as pas le droit, en fait, d'être en stress, et puis de te dire qu'il n'y a pas de solution. Il y a toujours une solution. En fait, il n'y a vraiment pas de place pour les émotions. On est vraiment très dans la logique et tout. On trouve une solution. Il n'y a pas d'émotion. Il n'y a pas de tristesse, de joie, de stress, rien. En fait, tu restes de marbre et puis tu trouves une solution jusqu'à ce que la fin arrive. C'est un métier que je vois. Vraiment. Même si on crie, c'est toi, là. Tu prends, et puis ça à la fin. Ou bien tu passes au match. Vous voyez pleurer un peu là. Mais ça m'est arrivé au début, hein. Dans mes débuts. Genre, je sais que je faisais des événements à Abidjan. Je faisais des événements, des chill, boîte de nuit, tout. Et il y a des moments où ça sortait de ma main. Je partais pleurer. Puis après, je revenais. Et puis, un jour, je travaillais avec quelqu'un. Je me suis pas bien et tout. Puis je lui ai dit, oui, ça se passe pas bien. Il a dit, hé, Eve, on n'a pas le temps, tu vois. Et ce jour, ça m'a traumatisé. Il a dit, on n'a pas le temps, on avance. Et puis après, donc, je me suis reprise en main. Et ça m'a beaucoup aidé. Vraiment, cette personne m'a beaucoup aidé. Ce jour-là, ah non, quand il m'a dit ça, je me suis dit, ah, on n'a pas les temps. On n'a pas les temps. Mettre des émotions de côté après. C'est quoi les idées reçues que tu as déjà entendues sur ce métier? En événementiel? Oui. On fait rien. Ouais. On fait rien. C'est un métier pour s'amuser. C'est un métier pour participer à la fête. Nous, on est là. En fait, on sert à rien, tu vois. Moi, quand j'ai dit que je voulais faire de l'événementiel, ma mère, elle était d'accord. Parce que, elle, c'était vraiment, fais ce que tu veux. Fais ce qui te fait plaisir. Si à la fin, ça peut te payer, Dieu merci. Parce que elle voulait de base être hôtesse de l'air. Du coup, mon grand-père a dit, ma chérie, toi, tu vas faire quoi, en fait? Pas faire assurance, quand elle fait de l'assurance, elle aime ça, tu vois. Mais son rêve, c'était de faire c'était de faire hôtesse de l'air, et elle a dit, en fait, fais ton rêve. Mon père, il était vraiment... En fait, lui, il s'est dit que, après le lycée, ça allait me passer. Ça allait me passer et tout. Il croyait, en fait, il sait même pas comment il est. Il était en moto, évidemment, allez faire ce que vous voulez, mais lui, je sais qu'il aurait voulu que peut-être je fasse comptable, droit, bâtiment, parce que lui, il est un peu dans le bâtiment et tout. Il a dit, bon, faut partir faire ce que tu veux. Et autour de moi, tout le monde disait à ma maman, mais ta fille, elle va partir faire des trucs pour s'amuser, événementiel sans envoyer à quoi, qui fait événementiel à Abidjan, elle va partir faire événementiel en France. Vous avez l'argent à dépenser, tout. C'était plein d'idées reçues autour de moi. Mais aujourd'hui, je suis devenue quelqu'un. Aujourd'hui, il y a plein d'événements qui se font à Abidjan. Exactement. Il y a plein d'événements qui se font en Côte d'Ivoire. Même mon père, à un moment donné, il est venu me dire, ah, chérie, on dirait que tu as eu la vision. Même maintenant, c'est moi, on appelle, on dit, oui, par rapport à ça, tel budget, le voyage et tout. Et faire. J'ai pris ma maman de haut. Mais aussi, moi, je sais que j'ai déjà entendu qu'on n'a pas besoin d'aller à l'école pour faire de l'événementiel et tout. Est-ce qu'aujourd'hui, pour toi, tu dirais que c'est vrai? Je pense que l'école, c'est bien parce que ils apportent une certaine structure. Ils te montrent tout ce qui est... Par exemple, moi, je connaissais pas tout ce qui est Excel. J'ai appris ça à l'école. J'ai appris ça aussi un peu chez moi, tout. Mais ça m'aide beaucoup dans moi, mes événements personnellement. Tout ce qui est langue, tout ce qui va être attaché à la théorie, l'école c'est bien. Au moins l'école c'est bien. Après moi j'ai eu la chance de faire tout ce qui est stage, alternance. Avant ça même je faisais de l'événementiel à Abidjan et tout. Le terrain à 60%, c'est encore mieux. Parce que tu apprends des choses sur le terrain qu'on ne va pas te dire à l'école. Tu vas du coup apprendre la gestion du stress. Tu vas apprendre à trouver des idées. Tu vas apprendre à avoir le contact avec les gens.
tu vas apprendre plein de choses sur le terrain que tu vas pas apprendre à l'école. Mais l'école, c'est important. Pas à l'école. C'est pour ça que je dis, il faut toujours trouver le petit truc qui va te faire partir à l'école. Moi, j'aime pas l'école. Quand j'ai fini le lycée, moi, de base, je suis pas quelqu'un qui aime partir à l'école. Mais le fait de partir faire du tourisme, de faire du marketing communication, de me challenger pour dire que, ouais, je vais partir faire de la data, c'est quelque chose, c'est des choses qui m'ont aidé à rester à l'école, qui m'ont apporté plus sur mon CV, qui fait que aujourd'hui, si je présente mon CV, je peux avoir beaucoup de choses d'être prises. Tu vois, ça m'a apporté de la rigueur, connaître plusieurs choses. Mais le terrain m'a apporté beaucoup. Donc voilà. Moi, je pense que l'école même te permet de structurer tes idées. C'est Parce ça. que moi, j'ai eu à faire 5 ans, enfin, j'ai eu un master et tout. Et en fait, je sais que très souvent dans mon parcours, à chaque fois, on me disait, mais ça sert à rien pour les études que tu fais. Il y a beaucoup de choses, des gens qui ne comprennent pas. Et moi, je pense que au-delà de la théorie, le fait que j'ai eu à faire 5 ans après le bac, ça m'a permis de structurer mes idées, ça m'a permis de pouvoir, en fait, il y a une certaine réflexion. Et je ne dis pas que si tu vas pas à l'école, tu peux pas l'avoir, hein, c'est pas ce que je dis. Mais il y a une certaine réflexion que tu peux avoir et tout quand tu vas à l'école et tout, même à étudier des tests, à faire des examens, à faire des trucs et tout. Ça te donne une certaine capacité. Que voilà, après, bon, c'est vrai que c'est important de faire des stages, des alternances, être dans le monde réel et tout, parce que bon, ça te donne d'autres compétences que l'école peut pas te donner, quoi. Donc, l'école, c'est un peu... L'école, c'est pas à l'école. Pas à l'école. Et faites ce que vous aimez, comme ça va vous donner envie de partir à l'école, en fait. C'est ça. C'est ça. Et puis, dans le monde d'aujourd'hui, là, les gens regardent l'école, ils regardent ce qui est les CV, tout et tout. Donc, en fait, on peut pas y échapper. Il y a des personnes qui ne vont pas à l'école, qui réussissent, il y a pas de soucis et tout. Mais pour un certain parcours et tout, faut essayer d'avoir un petit truc. Et puis, je dis, enfin, faut prendre juste les statistiques et en général, les gens regardent l'école. Comme tu dis, malheureusement, en fait, bon, c'est pas c'est ça. mais... Malheureusement, tu es obligé, même pour avoir des stages, il te faut une école. Pour avoir alternance, il te faut une école. Donc, bon, souvent, même pour être embauché dans les entreprises, il faut passer dans telle école. Peut-être tu n'as rien foutu dans l'école. Mais eux, ils veulent juste que ça sorte sur ton CV. Et en France, même encore, je me dis, c'est pire parce que, ils vont te dire même, il faut que tu sois dans telle école, dans les meilleures écoles, dans les meilleurs classements. Ça, il suffit même plus d'aller seulement à l'école. Il faut que tu sois dans l'école mieux classée, bien placée, bien payée. En plus, tu es une personne racisée, noire, faut partir à l'école. Est-ce qu'il y a des moments dans l'année où il y a des périodes qui sont plus intenses, ou au quotidien, c'est toujours le rush et tout? Dans mon entreprise actuelle ou... Oui, dans ton entreprise actuelle. Dans mon entreprise actuelle, pour moi, c'est tout le temps le rush. Les employés de tout le temps. C'est pas fait, mais tout le temps, il y a toujours une demande. En fait, il y a tout. Même quand tu te dis, OK, stop, il y a toujours une demande. Après, peut-être décembre, c'est un peu plus calme parce que les gens vont en vacances et tout et tout. Mais il y a toujours une demande, tu vois. Ou quand tu n'as pas de demande, tu as toujours quelque chose à faire pour perfectionner, en fait, l'organisation, tu vois. Ça compte. Parce qu'il peut avoir quelque chose qui est déjà mis en place, mais tu peux avoir l'idée de te dire, ah non, on va mettre ça en place pour que ça soit plus facile pour nous et ça soit plus facile pour les autres aussi. Donc, t'es toujours en train de faire quelque chose et t'es toujours en train d'apprendre, tu vois. Par exemple, moi, je fais partie de la com. Donc, dans la com, il y a plusieurs choses, tu vois. Il y a les CRIA, il y a l'event interne, externe. Si moi, par exemple, c'est un moment calme, peut-être que à ce moment-là, dans les events externes, ça va être plutôt chaud et je pourrais en fait les aider sur quelque chose et ça va me permettre d'apprendre des choses, tu vois. Donc, toujours en demande. Et puis moi, je suis toujours en demande. En fait, il n'aime pas rester à ne rien faire ou bien genre il faut toujours que je bouge mais il faut toujours que je fasse quelque chose, donc voilà. C'est important. Au quotidien, tu utilises quoi comme outil? Tout ce qui est Excel, c'est là. Attends, reprends comme ça. Au quotidien, tu utilises quoi comme outil? Tout ce qui est messagerie, donc on va dire Gmail,
Excel. Moi, j'utilise beaucoup de Notion. Trop bien. Moi, je trouve parfois que c'est compliqué à utiliser en plus. Mmh. Enfin, je pense que ça demande un peu de technique. Ça demande un peu de technique. Après, bon, tu t'assois. Moi, on m'a pris 2-3 mois. Ouais, parce que si tu arrives à dompter le truc et tout, c'est Voilà. top, mais... J'utilise Trello. Ah, ça, Trello, je crois pas. j'aime trop Trello. L'agenda. Alors, pour ceux qui savent, en tout cas mes proches, j'utilise l'agenda et le travail et dans ma vie personnelle. L'agenda est pour moi genre l'outil incroyable Qui puisse exister. qui puisse exister. Je note tout dans mon agenda vraiment pour vous dire. Attends, je vais te montrer. Donc, si tu, par exemple, Yasmine, que tu as eu, quand elle me dit quelque chose, je lui dis, ok, il y a dans mon agenda. En fait, sois sûr que si je mets, est-ce qu'ils vont voir même? Non, je sais pas, mais regardez mon agenda. Genre, mon agenda est vraiment rempli. Je note tout dans mon agenda. L'agenda est incroyable. Regardez. L'agenda est la chose qu'il faut avoir. Il faut avoir. Il faut avoir, surtout quand tu es en événementiel, noter que il y a tel événement ici, il faut faire un rappel et tout. Parce que tu es un être humain. Oui. Tu peux pas, tu peux oublier. Donc, le fait, c'est que si tu sais que tu dois avoir un rappel, tu vas directement dans la date, tu notes, rappelle ton, rappelle ça, rappelle ça, rappelle ci, rappelle ça. Tu mets le petit pop-up et puis c'est bon. J'adore l'agenda, vraiment. En fait, ça me fait rigoler parce que j'ai une amie et tout. Beaucoup de personnes ne savent pas, je t'expliquais ça au début. En gros, je ne travaille pas seule sur Magelli. Je vous le dis aujourd'hui. Elle nous blague. Je ne travaille pas seule sur Magelli. Il y a toute une équipe derrière tout ça. Et en gros, j'ai une amie qui aujourd'hui même fait sa graduation Félicitations. en événementiel aussi et tout, elle a fait un master et tout. Et en fait, c'est elle qui gère tout le côté trouver des invités, envoyer des mails, les rendez-vous, les les ceci. Et en fait, elle est très organisée, mais au-delà de ça, elle note tout dans son agenda. On est d'accord. Et en fait, elle m'a trouvé une application où on a un agenda partagé. Et en fait, chaque jour, elle me met des trucs, tu vois, telle interview, tel jour, tu vois, telle interview, tel jour. Souvent, je sais même pas que j'ai des interviews. Mais en fait, elle me note tout. Non, mais tu sais pourquoi elle est incroyable? Parce que il y a un jour où, du coup, elle m'a envoyé le dernier mail. Il dit, voilà. J'avais noté dans mon agenda que je devais envoyer un mail pour dire, et elle m'a pris de coup. C'est-à-dire, dès qu'il était en train d'écrire le mail, là, il a reçu un mail. Je me suis dit, cette fille est incroyable. Coucou Myriam, vraiment. Parce que ça, c'est des trucs de chef de projet. En fait, j'ai une deadline de une semaine. Non, lundi, il veut envoyer le mail. Il m'a dit, bon, lui, il ne me répond pas dans 2 jours. Non, en plus, parce que moi, j'ai commencé à filmer à Abidjan, en décembre à Abidjan et tout. Et quand je vois mon organisation à Abidjan, comment je vais dire que souvent, même bon, c'est le matin. On envoie mais ça à la personne, non, bon, vous êtes disponible, bon, ok. Mais là, j'ai tout, elle envoie des relances. Elle me dit, oui, j'ai relancé telle personne, bon, j'ai pas eu de retour. Je relance dans une semaine et tout. Ok, bon, t'as telle interview, je ne gère rien dans mon planning. Tout ce que je sais, on me dit, ah, t'as interview tel jour, je pointe mes 2 fesses là, je m'assois et je pose ça te facilite. Et sincèrement, ça me facilite la tâche. Franchement, j'ai pas le Donc, bon, c'est super, en tout cas. Qu'elle allait recevoir mon mail aujourd'hui pour dire, il fait trop chaud, il ne vient pas. Ça, je pense qu'elle n'avait pas elle aime pas les expériences entrepreneuriales t'apportent aujourd'hui dans ton boulot au quotidien. Je comprends mieux ma responsable. En fait, c'est tout bête, hein. Mais souvent, quand on a des responsables et tout, on se dit, oh, mais lui, là, il me dit ça. Oh, lui, là, il me dit ça. Pourquoi il fait pas ça et tout et tout? Mais quand tu es chef de projet, seul, et que tu entreprends, tu comprends que tu as beaucoup de choses en main. Tu dois gérer beaucoup de choses en main. Tu as la vie, souvent, des gens. L'argent des gens. Et ça m'a permis de mieux comprendre ma responsable et de mieux me structurer, d'encore mieux me structurer. Parce que je pensais que j'étais structurée, mais d'encore mieux me structurer. Et d'être beaucoup plus patiente. Parce que quand tu es junior, tu as vraiment cet enthousiasme, cette adrénaline. Hein? On te voit les mecs qui... Et de prendre beaucoup plus mon temps. De
de plus échanger avec les autres, mais vraiment d'être beaucoup plus calme face à plusieurs situations, tu vois. Moi, souvent, je disais à ma responsable, oui, mais tant, il est comme ça, il est comme ça. Et puis, elle, genre, elle trouvait toujours le moyen de me dire, non, mais tu sais, Hervé, il faut boire de l'eau, il faut lui répondre comme ça, tout et tout, tout et tout. Et je pense que j'avais pas ça en main, mais ça m'a rendu humble. L'entrepreneuriat, ça rend humble. Est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais que c'est un métier qui rémunère bien? Moi, je pense que ça rémunère bien. En fonction de ce que tu fais, des choix que tu décides de faire, des entreprises où tu décides de partir, ou même en tant qu'entrepreneur, hein, tu bouches à oreille et tout, ça rémunère bien. Il y a d'autres personnes qui vont dire que non, parce que non, pour le travail qu'on fait et tout. Mais il faut savoir où se poster. Par exemple, en événementiel, il n'y a pas que chef de projet événementiel. Il y a chef de projet logistique, quand il y a les scènes là. Par exemple, quand il y a un gros concert au Stade de France, il y a les gens qui montent la scène, il y a les gens qui font tout ce qui est sono, qui sont chefs de projet sono, tout et tout. Tout ça, ça rentre dans l'événementiel. Il y a plusieurs métiers qui rentrent dans l'événementiel, qui font que c'est de l'argent. Le monsieur qui va partir soulever la scène et puis il va monter la scène. Tu sais, on le paye combien? On le payait peut-être 4 000 euros, 5 000 euros. Toi, tu as dit que toi, tu veux pas faire ça, tu veux partir dans le bureau. Tu vois? Donc, il y a plein de métiers qui sont liés à l'événementiel qui rapportent l'argent. Si tu es chef de projet, par exemple, les chefs de projet événementiel au Stade de France actuellement, là, tu penses qu'ils gagnent pas bien sa vie. Le conseil, tu t'es dit pas. Donc, en fait, ça dépend de comment tu vas mettre en place ton parcours et comment tu vas, en fait, faire les zigzags pour arriver où tu vas arriver pour avoir de l'argent. Moi, en tant que chargé de projet événementiel, très important, j'ai mon argent, du coup, j'ai mon salaire, mais à côté, comme j'entreprends aussi, j'ai mon argent, ce qui fait que quand tu colles, ça va, quoi. Est-ce que tu penses que dans ce genre de domaine, il faut toujours coller? Alors, ça dit que il faut avoir un boulot, mais il faut le faire aussi sur le côté pour pouvoir vraiment être, bon, pas stable, mais pour avoir une vie assez correcte. Non. Tu fais comme tu veux. Il y a des gens, eux, il leur faut il faut une stabilité. C'est-à-dire qu'il faut qu'un salaire rentre à la fin du mois et à côté, ils font. Ils font soit parce qu'ils veulent avoir plus à côté, soit parce que ça leur fait plaisir, tu vois. Comme ça, peut-être elles s'ennuient souvent, elles vont faire de l'événementiel, ça va marcher. Il y en a, ils sont 100% dans l'événementiel. Ça leur rapporte de l'argent, tu vois. Donc, en fait, ça dépend de tes besoins. Ça dépend si tu veux ton travail structuré, à côté tu fais de l'événementiel, ça te rapporte de l'argent, ou si tu te dis, je fais que ça. Et ça peut marcher aussi. Il y a plein de gens qui font ça en France, il y a plein de gens qui font ça à Abidjan, et ça marche. Au-delà du salaire, quels sont les autres avantages que tu as dans le métier, là, qui sont un peu matériels, je sais pas. Ah, les canaux. Non, le premier avantage, c'est que tu rencontres des gens, tu te fais des contacts. Même si c'est pas dans l'événementiel et tout, il y aura toujours tel que tu vas rencontrer. Ah, lui, il peut faire ça, il peut faire ça, il peut faire ça, etc. Et puis, à côté, bon, il y a des petits cadeaux. Quand tu fais les événements, on te donne des cadeaux. J'avais une petite enveloppe. Tout le monde a déjà fait un événement. C'est tellement bien passé que, je pense que c'est le père du marié. Il nous en avait 500 000 chacun. Et c'était chico. Ah, on a fait le convertir. Donc, il y a des petits cadeaux, des petits goodies, des petites enveloppes, des petits trucs. Et puis, voilà. Et puis, je pense que la reconnaissance, tu vois. Beaucoup de reconnaissance. Et ça peut booster ton ego dans ta vie professionnelle ou bien dans ta vie, personnelle. Que tu aies fait quelque chose, ça t'a épuisé, mais les gens reconnaissent que tu as fait cette chose-là. Ça t'apporte. Oh, comme tu es ça, c'est les cadeaux! Donnez-moi les cadeaux! Non, les cadeaux! À côté du salaire, Après, souvent, tu peux voyager. Tu peux te faire voyager, partir faire un événement, tu t'en vas. C'est gratuit. C'est les cadeaux! C'est les cadeaux, oui. Donc, il y a les cadeaux, il peut y avoir les voyages, rencontrer des personnes, tu te dis, il n'a jamais rencontré cette personne, et tout.
Donc, plein de petites choses comme ça. C'est intéressant. Et ton poste. Aujourd'hui, comment tu structures la partie entrepreneur dans ta vie? C'est très, très compliqué. Parce que du coup, là, je suis salariée, je suis entrepreneur en tant que chef de projet événementiel, mais je suis entrepreneur aussi en tant que créatrice de contenu. Donc, compenser tout ça, faut savoir que la semaine, je suis mes horaires de travail, je travaille. Et c'est après que je fais tout ce qui est événementiel, c'est après que je fais tout ce qui est création de contenu. Donc, on va dire que je vis du 24 heures sur 24, du 7 jours sur 7. Et donc, pendant la semaine, je peux être au bureau, et puis pendant le week-end, je suis sur des événements. Où la plupart du temps, ce qui est bien, c'est que les clients que j'ai actuellement acceptent le distanciel. Donc, c'est-à-dire que quand je finis de travailler, on se fait des réunions. Moi, je peux travailler en distanciel, il n'y a pas de souci, tu vois. Moi, j'aime chez moi. Donc, tu me laisses chez moi, je travaille encore 2 fois plus, tu vois. Donc, j'essaie de structurer, de leur expliquer que c'est pas parce que vous n'allez pas me voir, de 17h à 18h, de 20h à 21h, que le travail va pas être fait. Le travail va être fait, les traiteurs vont être trouvés, les devis vont être envoyés, tout et tout. Et puis, s'il faut, le jour J, je serai là. La plupart du temps, je suis toujours là. Quelles sont les difficultés que tu rencontres au quotidien? Je passe beaucoup de temps à l'enfant de la tête. Mais il faut savoir, moi et puis l'enfant de la tête, souvent, on fait une semaine sans se voir. Alors qu'on est dans la même sphère, tu vois. Mhm. C'est-à-dire que moi, je peux sortir à 6h et rentrer peut-être à 17h. Je vais ressortir à 18h pour un événement. Donc, après, je rentre à 2h du matin. Tu vois. Ah, ça finit pas. Ça finit 2h, 3h du matin. Souvent, il faut faire du rangement et tout. Donc, dans le cycle, en fait, du salarié de l'événementiel, je vais pas voir mon copain. Je vais pas voir le fou de la tête. Je vais pas voir mes amis. Je vais avoir moins de temps pour ma famille. Par exemple, ma famille est venue pour les vacances. Je devais voyager pour un événement. Donc, il y avait juste 1 semaine, 2 semaines à pas les voir. La plupart du temps, on m'appelle, allô, Evie, je serai là. Ah, ok. Mais moi, je dois partir en voyage, en fait. Ou bien, Ouais. ah, j'ai un événement le soir et tout et tout. Donc, en fait, les difficultés, c'est juste que là, actuellement, je mets beaucoup ma vie de côté. Je mets ma vie personnelle de côté. Mais j'essaie d'être là pour l'enfant et la toute. Et puis, je suis sûre, si tu vois, La famille, je note juste que la famille est venue en dernière position. Papa, je t'aime. Les parents qui ont investi beaucoup d'argent. Est-ce que plus on avance, on évolue dans ce domaine-là, pas que les responsabilités diminuent, parce que bon, je pense que les responsabilités augmentent, mais est-ce que ça devient plus flexible en termes d'horaire et tout? Avec mes dernières responsables que j'ai eues, j'ai vu que, en fait, plus tu avances, plus tu as des responsabilités. Plus Les horaires sont des... plus tu dois gérer les gens. Après, ça dépend de l'entreprise où tu es, tu vois. Ça dépend des tâches que tu as ou quelque chose comme ça. Après, tu peux gérer. Je pense que oui, à un moment donné, tu arrives à gérer et tu arrives à déléguer. Parce que tu es une équipe à qui tu fais confiance, tu vois. Toi, tu es juste là pour structurer ou prendre des grosses décisions et tout et tout. Mais si tu arrives à te faire une équipe autour de toi, à te dire, je leur fais confiance. S'il y a ça, elles vont venir vers moi, bien, ils vont venir vers moi. Parce qu'à un moment donné, tu peux aménager. Tu auras plus de temps pour la famille. La famille ton mari. Quels sont pour toi les objectifs pour les prochaines années? Les objectifs pour les prochaines années, c'est de finir l'école. Parce que moi, je me suis un peu fatiguée de l'école. Après, j'ai pris du temps pour moi. Donc, voilà. Ce serait d'évoluer, peut-être rester dans l'entreprise où je suis. Ou partir ailleurs. Mais surtout, essayer de me développer à Abidjan. Surtout à Abidjan. Parce que c'est mon pays d'origine. J'ai vécu 18 ans là-bas. Je vois que les choses bougent. Et je me dis que je peux apporter ma petite pierre à l'édifice. Je ne veux pas rester en marge. Non, je peux pas rester en marge. Il se fait l'argent à mieux. En tout cas, les choses bougent. Voilà. Quand on dit les choses bougent à Abidjan. Ça bouge. Voilà. Et puis, rester moi-même. Évoluer en tant que jeune femme. Devenir une femme.
Est-ce qu'à un moment dans ta carrière, bon, tu songes à rester réellement seulement à ton propre compte ou vraiment la vie en entreprise te plaît et donc tu resteras là-bas? Ça, c'est une bonne question. En entreprise, tu as ton salaire à la fin du mois. Donc, tu es très structuré et tout. On va dire que ces dernières années, j'ai appris à relâcher par rapport à tout ce qui a pu se passer dans moi, ma vie, ou bien les gens qui sont entrés dans ma vie, j'ai pu relâcher et me dire que, en fait, si je suis pas salarié, ça fait rien. Si je suis entrepreneur, ça fait rien. Je peux faire les deux, c'est encore mieux, tu vois. Mais je pense qu'au fur et à mesure, c'est bien d'être à son compte aussi. C'est bien d'être à son compte. En tout cas, ce que l'avenir te réserve, toi, tu prends. Ouais, en fait, c'est ça. Si je dois rester en entreprise, je vais rester en entreprise. Si j'ai l'opportunité de faire les deux, je fais. Si quelqu'un m'appelle à Abidjan, il me dit, ouais, Hervé, on te veut en tant que chef de projet et tout, il y a des risques. Il va quitter la France, il va quitter plein de choses, il va retourner à Abidjan, je sais pas comment ça se passe, tu vois, tout. Mais je le ferai. Parce que il y a des aides de prendre des risques maintenant dans ma vie. C'est important. C'est important. Est-ce que t'as un mot de fin? Un mot de fin. N'écoutez pas les gens qui sont autour de vous, qui vont vous dire que vous ne pouvez pas y arriver. Il y a plusieurs chemins à prendre pour arriver à un point 7. Essayez tous les chemins que vous pouvez. C'est pas une ligne droite. La vie, c'est pas une ligne droite. Donc, n'hésitez pas à demander, à être curieux et puis de prendre la vie comme la vie vous vit en fait. Voilà. Au mot des fins. Ok, en tout cas, c'était un plaisir pour moi de tenir cette discussion avec toi. Merci. J'ai beaucoup appris et puis voilà, on espère que ça va beaucoup servir à tous ceux qui vont regarder. Et puis je te souhaite beaucoup de bonheur et de bonnes choses pour la suite. Merci.